Ne monte pas, maman. C'est le désordre, dit Eric avec un sourire qui ne lui parvint pas. Yeux. C'était tellement étrange à dire. J'avais élevé 2 enfants dans un 2 pièces. Ferme et j'avais vu toutes sortes de désordres imaginables. Des jouets éparpillés comme des mines terrestres, des chaussettes en boule sous le canapé, des bottes boueuses laissées dans les couloirs. Il y avait. Je ne pouvais pas affronter ce genre de désordre. Mais quelque chose dans sa voix, dans la rapidité avec laquelle sa femme. Je lui ai jeté un coup d'œil, puis je l'ai détourné, comme une bavure sur de la laine. Je me suis retrouvée. Leur couloir, mon manteau toujours boutonné, serrant contre moi le panier de brioches à la cannelle que j'avais cuite ce matin-là. L'odeur de. C'était la seule chose chaude dans cette maison à ce moment-là. Eric s'approcha. Il m'a guidé vers la cuisine, une main sur mon coude. Ce n'est vraiment pas la peine de monter, a-t-il dit. Ajouta-t-il légèrement. Les enfants l'ont transformé en fort. Couverture, chaise, chaos. On restera dans la cuisine. J'ai hoché la tête, même si je n'étais pas convaincue. Sa nouvelle maison avait été mon cadeau, ou plus précisément, le cadeau de mon argent. Il y a 2 ans, quand Eric et Julia ont trouvé l'endroit idéal, mais avaient juste besoin d'un peu d'aide pour la compte, j'ai fait un chèque assez important pour couvrir près d'un tiers de ma somme. Je me suis dit que c'était pour ma famille. Rassemblement, pour l'avenir de mes petits-enfants, pour le réconfort de savoir que mon fils avait un foyer. Mais j'avais été dans moins de 10 fois à la maison. Julia avait toujours une raison. Les enfants avaient les devoirs. Ils étaient sur le point de partir. La maison était trop chaotique. Je me suis dit de ne pas le prendre personnellement. Maintenant, assis dans leur cuisine impeccable, table, sirotant un café tiède et écoutant Julia énumérer sa nouvelle entreprise. Dépenses, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'étage. Ce n'était pas que je me souciais d'un désordre. Jouets. C'était le ton sec, presque nerveux, dans la voix d'Eric quand il s'était arrêté. Moi. Quand Julia est partie prendre un appel, j'ai essayé de me concentrer sur mon café, mais mon regard est resté se dirigeant vers l'escalier. La porte du couloir à l'étage était à moitié fermée. De là où j'étais assis, je pouvais voir les 2 dernières marches parfaitement ordonnées. Pas de couverture. Fort, pas de briques Lego éparpillées. Eric remarqua mon regard et se déplaça dans son. Alors, maman, dit-il d'un ton un peu trop enjoué. Comment va le jardin? Cette année? À peu près pareil, dis-je. Un peu moins de rose, mais vous savez. Je laissai mes mots s'éteindre et pris une autre gorgée. Ses yeux se sont dirigés vers l'escalier. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui se passait. Là, ce n'était pas un fort en couverture. Le plus étrange, c'est que mon esprit ne. Je pensais immédiatement au vol ou à la trahison. Je voulais croire en la bonté. Mais la vérité, c'est que, quand on a vécu 70 ans, on apprend à reconnaître un mensongeant. La façon dont il essaie de te sourire. Et le sourire d'Eric s'amenuise. La conversation s'est poursuivie lentement après cela, comme si nous marchions tous les 2 sur un étang gelé, effrayés par les fissures que nous. On pouvait entendre sous nos pieds. Julia revint, son téléphone collé à l'oreille. Murmurant quelque chose de sec et de précipité à la personne qui était à l'autre bout du fil. Elle s'est glissée devant moi sans me regarder dans les yeux et a disparu dans le garde-manger, fermant la porte derrière elle. J'ai regardé. Mes mains enserraient la tasse de café. Elle n'était plus aussi stable qu'avant, et la peau était plus fine maintenant. Veines plus visibles. Pourtant, ils avaient porté des paniers à linge dans les escaliers pendant des décennies, transporté des courses à travers. Des tempêtes de neige, des jardins entretenus sous la chaleur d'où. Ils avaient travaillé et construit. Cette maison à l'étage, quoi qu'il y ait dedans, avait été rendue possible par ses mains. D'en haut, un léger bruit sourd retentit, comme une porte qui se ferme. Trop lourd pour un enfant. Trop réfléchi. Des enfants jouent? Demandai-je. Eric jeta un coup d'œil.
Vers le haut. Ouais, ils réorganisent leurs jouets, dit-il d'un ton léger. Mais ses épaules se crispèrent. Tu sais comment c'est. Je le savais. Et je savais aussi. Il y avait quelque chose de mal dans sa façon de le dire. Quand Julia réapparut, elle était toute souris. Eric, pourrais-tu m'aider à déplacer les cartons dans le garage? Maman peut se détendre ici. Elle a posé une main douce sur mon épaule, comme tout le monde le fait. Avec des inconnus dans les salles d'attente de l'hôpital. Ils sont partis ensemble par la porte de derrière, leur voix s'éteignant, des pas crissèrent sur le gravier de l'allée. Le silence se fit dans la cuisine. Et cela. Le silence m'a donné ma réponse. Ils ne voulaient pas que je voie ce qu'il y avait là-haut. Et ils étaient tous les deux sortis. Je me suis levée lentement, posant ma tasse de café. Je suis descendue sans un bruit. Mes genoux me faisaient mal, mais j'ai quand même avancé vers l'escalier. Chaque étape donnait l'impression de retirer une couche de prétention accumulée au fil des années à convaincre. Pour moi, cette distance était simplement due à l'agitation, et non à quelque chose de plus froid. Le couloir à l'étage sentait légèrement le cèdre, l'odeur du placard encastré au fond. Passer les chambres des enfants, des lits soigneusement faits, rien qui parlait de chaos ou fort. Au bout du couloir, devant la porte du bureau d'Eric, se trouvait un bocal. Et là, contre le mur du fond se trouvait le coffre-fort. La porte était ouverte. Depuis la porte, je pouvais voir les étagères vides à l'intérieur, une ombre de poussière où la broche en nacre reposait autrefois, le métal nu où mes documents auraient dû être empilés. Mon cœur battait lentement. Et lourd. Ce n'était pas du tout en désordre à l'étage. C'était dépouillé. Je m'approchai, presque effrayé de respirer. La faible odeur de métal et la poussière s'échappait du coffre-fort ouvert, telle l'odeur d'une pièce longtemps close. Être plein, non pas de lingots d'or ou de montagnes d'argent liquide, mais de ma vie. Étape importante. L'acte de propriété de mon petit chalet. L'enveloppe contenant mon testament mis à jour après. Harold est mort. Une étroite boîte en velours qui contenait les perles de ma mère. La seule chose. Elle avait pu me transmettre ce qu'elle avait vécu toute sa vie à survivre. Et il y avait. J'avais une épaisse enveloppe d'économie. Pas tout ce que j'avais, mais suffisamment pour subvenir à mes besoins. Des nuits blanches. Je me suis souvenu de la dernière fois que je l'avais ouvert, il y a presque 6 mois. Il y a quelques années, j'ai dû mettre les certificats de naissance des enfants d'Eric en lieu sûr. Il se tenait à côté de moi ce jour-là, discutant tranquillement, ses yeux se tournant vers la pile. Des enveloppes plus d'une fois. Je n'y avais pas prêté attention. C'était mon fils. Tu ne soupçonnes pas ton propre enfant. Il n'y avait plus rien, pas un trombone. Même pas le poids familier de la vieille clé en laiton que je gardais sur l'étagère du haut. Je tendis la main et touchai le métal froid. Intérieur, comme si peut-être les souvenirs pouvaient encore s'y cacher, nichés dans une couture invisible, mais aussi vide que le couloir derrière moi. Mon pouls battait fort dans mes oreilles. Mais mes pensées étaient étonnamment claires. Celui qui avait ouvert ce coffre-fort l'avait fait. Soigneusement. La serrure n'était pas endommagée, aucun signe d'effraction. Cela signifiait une chose. Quelqu'un avait la clé ou la combinaison. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Je se retourna et scruta la pièce. Le bureau d'Eric était rangé dans son ordre habituel, les papiers empilés, les stylos dans leur étui, mais le tiroir du haut était légèrement bocal. À l'intérieur, j'ai vu le bord d'une feuille de papier pliée, ma combinaison, de ma propre écriture. Je le lui avais donné l'hiver dernier quand j'avais la grippe, et il avait proposé d'aller me chercher des documents. Je l'ai remercié pour son aide précieuse. Debout dans son bureau silencieux, je ressentais. Ce merci s'est transformé en cendre dans ma bouche. En bas, la porte de derrière a claqué. Fermée. Leur voix portait faiblement dans l'escalier. Plus près maintenant. J'en ai pris un. Dernier regard sur le coffre vide, puis referma doucement sa porte,
Comme on pourrait tirer une couverture sur quelqu'un qui est déjà parti. Quand j'ai atteint le bas de l'escalier, j'avais déjà décidé qu'il n'y aurait pas de confrontation aujourd'hui. Pas encore. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que, lorsqu'on est pris au dépourvu, les premiers mots. Tu dis que ça peut être ton point faible. Et je n'allais pas donner à Eric et Julia, satisfaite de me voir déstabilisée, lançait des questions auxquelles elle pouvait échapper. Alors, quand ils revinrent, à travers la porte de la cuisine, la poussière sur leur manche du garage, je me tenais près de l'évier, en train de rincer ma tasse de café. Tu as trouvé tout ce dont tu avais besoin? Demandai-je comme si rien n'avait changé ces 10 dernières minutes. Eric acquiesça. Ouais. Merci. Julia a rangé ses cartons maintenant. Désolée de te laisser seule. J'ai souri. Le genre de sourire qu'on adresse aux gens qu'on a déjà commencé à exclure de sa vie. C'est bien. J'étais juste. Profitant du calme. Julia passa devant moi pour se diriger vers le réfrigérateur en fredonnant, et je surpris un léger regard oblique d'elle vers Eric. Cela m'a appris 2 choses. Elle savait. Et elle attendait de voir si je le faisais. Je suis parti peu après, mais roulé à la cannelle. Toujours dans leur panier car Julia avait déjà préparé le dessert pour les enfants. Dans l'allée, Eric m'a serré fort dans ses bras, son menton effleurant le sommet de ma tête. Conduis prudemment, maman. Prudence. Le mot. J'ai entendu des bourdonnements dans les oreilles tout le long du chemin du retour. Mon petit cottage était différent quand j'ai déverrouillé la porte. L'air semblait plus calme, les pièces plus silencieuses. Mais peut-être. C'était juste moi. Portant en eux cette nouvelle conscience acérée. J'ai posé les brioches à la cannelle intacte sur le comptoir et je suis allé directement à mon bureau. La première chose que j'ai vérifiée, c'était une petite boîte ignifuge dans le tiroir du bas. Mon passeport y était encore. Il y avait le chéquier de rechange, mais l'enveloppe contenant les relevés bancaires des 2 dernières années avait disparu. Je sais. Parce que je garde les choses dans des piles bien rangées, et l'espace était aussi évident qu'une dent manquante. Je m'assis lentement. Si Eric avait pris des documents et vidé en sécurité, alors il était déjà entré dans ma maison à mon insu, et pas une seule fois, mais au moins 2 fois. Le téléphone était posé sur le coin de mon bureau. Le numéro de la banque était déjà dans mes contacts. J'ai appuyé dessus avant de pouvoir me convaincre. Bonjour. Madame Lawson, dit Suzanne, la gérante, en reconnaissant ma voix. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de savoir s'il y a eu une activité inhabituelle sur mon compte du mois dernier, ai-je dit. Ma voix était ferme, mais j'ai gardé mon autre. Une main se posa sur mon genou pour arrêter le tremblement. Il y eut un silence, le son de frappe de touche. Eh bien, je vois quelques tentatives de transfert signalées par notre système de sécurité. Leur vérification a été bloquée car la demande d'accès provenait d'un nouveau appareil. L'un coûtait 8 000 $, l'autre 15 000 $. Quand? Il y a 3 jours et mardi dernier. J'ai poussé un long soupir. 3. Il y a quelques jours, Eric était venu juste pour déposer de la soupe parce que Julia pensait que il semblait fatigué au téléphone. Mardi dernier, il avait emprunté ma voiture pour me sauver. La peine de conduire jusqu'à mon rendez-vous médical. Madame Lawson, dit doucement Suzanne. Tu veux que je bloque temporairement ton compte jusqu'à ce qu'on puisse se rencontrer en personne? Oui, j'ai dit sans hésiter. Je l'ai tout et je veux révoquer la procuration que mon fils a dans ses dossiers. Avec effet immédiat. Une autre pause, bien sûr. Je vais commencer. Ce processus est en cours, mais vous devrez venir signer les documents nécessaires à la modification définitive. Je serai là quand vous. Ouvert demain. Après avoir raccroché, je suis resté assis là un long moment à regarder mes mains. Il venait de passer l'un des appels les plus difficiles de ma vie. Plus difficile que d'annoncer le départ d'Harold. Plus difficile encore. Plutôt que de signer les papiers pour vendre la ferme familiale.
Parce que cette fois, j'étais choisissant de fermer une porte à mon propre enfant. La lumière de fin d'après-midi s'inclinait. La salle, capturant la photo d'Eric à 6 ans, sans ses dents de devant. Souriant à la caméra tout en tenant une grenouille à 2 mains. Je me souviens avoir séché cette grenouille avec l'une de mes bons torchons parce qu'il avait insisté sur le fait qu'il faisait froid et qu'il avait besoin d'une couverture. J'ai senti une brûlure derrière mes yeux, mais je n'ai pas laissé couler les larmes. Le garçon était parti. L'homme qui l'avait remplacé m'avait regardé dans les yeux aujourd'hui et m'avait dit de ne pas monter, et je l'avais fait, et j'ai trouvé mon coffre-fort aussi vide que l'espace où aurait dû se trouver la confiance. Je fermai le coffre ignifuge et glissai la clé dans ma poche. Ce soir, je ferai des listes de comptes, d'actifs, de documents et de tout ce qui reste encore m'appartenait. Et demain matin, je commencerai à m'assurer qu'il le reste. Chemin. J'ai à peine dormi cette nuit-là, pas à cause des douleurs habituelles dans mes hanches ou du ruisseau. La vieille maison dans le vent, mais au rythme de mes propres pensées. Stable, implacable, comme une horloge qui tourne jusqu'au matin. À 6 heures, j'étais habillé et prêt, mon sac à main rempli de toutes les pièces d'identité que je possédais. J'avais également rangé le petit carnet à spirale que je gardais depuis des années, et dans lequel je notais mes dépenses importantes. Consulter les entrées de la dernière décennie avait été comme feuilleter un registre de confiance aveugle. Des chèques pour Eric. Réparation d'urgence de la voiture, l'acompte sur la maison, les contributions à son. Une idée d'entreprise qui a fait long feu en moins de 6 mois. La banque a ouvert à 9 heures, mais je suis arrivé 20 minutes en avance. Le parking était encore à moitié vide, quelques employés déverrouillant la porte latérale. Suzanne, la directrice de la succursale, m'a vu à travers la vitre, elle est venue immédiatement. Laissez-moi entrer. J'ai déjà préparé les papiers pour geler vos comptes et retirer la procuration, dit-elle. Elle m'emmène dans son bureau. Mais j'aurais besoin que vous relisiez et paraphiez chaque page. Le stylo me semblait plus lourd qu'il n'aurait dû lorsque je signais. Chaque trait était une petite coupure, pas de l'argent lui-même, mais depuis des années, je croyais que c'était un pont entre moi et mon fils. Quand nous avons terminé, Suzanne s'est penchée en avant. Voulez-vous ajouter des mesures de sécurité? Des mesures? Vérification en 2 étapes, changement d'adresse pour les relevés, peut-être. Même un nouveau numéro de compte. Oui, dis-je d'une voix ferme. Tout. Et je souhaite que toute demande en personne concernant mes comptes nécessite ma présence physique. Aucune exception. Ses yeux s'adoucirent. Compris. De là, je marchai 2 pâtés de maison jusqu'à mon cabinet d'avocat. Michael Daniels s'occupait de mes affaires depuis le décès d'Harold. Il m'accueillit d'un air perplexe. Sourire. Martha, on dirait que tu n'as pas dormi de la nuit. Que se passe-t-il? Je me suis assis en face de lui et je lui ai tout raconté, le coffre-fort, les disparus. Contenu, tentative de transfert. Il n'interrompit pas, mais sa mâchoire se serra. Nous allons devoir réviser votre testament, dit-il lorsque j'eus terminé. Et je vous en prie. Je vous suggère de créer une fiducie entre vifs pour vos biens. Cela les gardera hors de portée, sauf si vous en autorisez l'accès. C'est plus difficile à contester qu'un testament. Il a sorti des formulaires expliquant chaque étape. Nous avons discuté de la révocation d'Eric. Entièrement en tant que dirigeant et en le remplaçant par un tiers neutre. J'ai ajouté une clause. Tout parent qui contesterait ma succession perdrait son héritage. C'était purement commercial, mais en dessous coulait un courant silencieux de quelque chose de plus lourd. Ce n'était pas seulement gestion juridique. Cela détruisait la confiance que j'avais mis toute ma vie à bâtir. Lorsque les documents ont été rédigés pour ma signature plus tard dans la semaine, Michael a dit doucement. Je sais que ce n'est pas facile. Non, dis-je en croisant son regard, mais c'est nécessaire. Et à mon âge, on arrête de remettre à plus tard ce qui est nécessaire. De retour à la maison, j'ai installé les nouvelles clés.
Mot de passe dans une petite enveloppe et je l'ai glissé au fond de ma boîte à couture, un endroit que personne d'autre que moi n'a jamais touché. Ensuite, j'ai fait du thé et je me suis assis près de la fenêtre de la cuisine. J'observais les moineaux filer entre les haies. Le téléphone a sonné 2 fois cet après-midi-là. À chaque fois, l'identification de l'appelant était affichée. J'ai montré le numéro d'Eric. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie. Sa voix, tendue et trop. Vite, dit-il. Maman, il faut qu'on parle. Rappelle-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Je me demandais si ce mot serait venu si facilement si le coffre avait été plein et le compte toujours ouvert. Je me suis enveloppé les mains autour de ma tasse de thé, laissant la chaleur s'infiltrer. La douleur dans ma poitrine était toujours là, mais ce n'était plus une douleur creuse. Elle se remplissait de quelque chose. Plus stable. Déterminé. C'était tard samedi matin lorsque on frappa à la porte. 3 coups rapides, puis une pause. Je n'attendais personne, et, pendant un moment, j'ai pensé que c'était peut-être Eric, prêt à faire irruption avec ses explications. Mais quand j'ai ouvert la porte, c'était Chloé, ma petite fille aînée. Elle se tenait là, tenant un sac en papier de la boulangerie, ses cheveux tirés en un chignon désordonné, un foulard rose enroulé autour d'elle. « Salut, grand-mère », dit-elle avec un sourire chaleureux, mais un peu hésitant. « J'ai apporté. C'est scone que tu aimes. » Je me suis écartée pour la laisser entrer. « Quel est le problème ? Pour quelle occasion ? » dit-elle en haussant les épaules et en posant le sac sur le comptoir. « Pas pour une occasion. Je voulais te voir. Nous avons préparé le thé ensemble, nous déplaçant dans la petite cuisine aussi facilement que si elle avait grandi là-bas, ce qui était en quelque sorte le cas. Quand elle était petite, je la surveillais après l'école, lui apprenant à tresser la pâte pour le challah ou la laissant saupoudrer. Du sucre à la cannelle sur les tartes. Une fois à table, elle baissa les yeux vers sa tasse et dit doucement. « Papa n'est pas content. » Je remuai lentement mon thé. J'imagine que non. Il a dit que tu avais fait quelques changements avec la banque. Et d'autres choses. C'est vrai, dit-elle en se mordant la lèvre. Il ne voulait pas me le dire. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je vois bien qu'il est bouleversé. Et Julia? Chloé s'arrêta. Elle m'a regardé. Eh bien, elle a fait de petits commentaires à ton sujet. Être têtu, à propos de ton manque de confiance. J'ai croisé son regard. Tu crois que je suis? Tu es têtu, Chloé? Sa réponse fut sans hésitation. Non, je crois que tu as été trop confiante pour trop longtemps. Pendant un instant, j'ai dû détourner le regard. Ce n'était pas la colère qui me piquait. C'était soulagement. Quelqu'un dans cette maison m'a clairement vu. Je ne connais pas les détails, poursuivit-elle. Et tu n'as pas besoin de me le dire, mais je voulais juste que tu saches que je suis de ton côté. Je sais tout ce que tu as fait pour nous tous. J'ai tendu la main par-dessus la table et je l'ai prise. Tu es la seule à avoir dit ça. Depuis très longtemps. Elle a serré mes doigts. Je l'ai vu, grand-mère. J'ai vu comment tu as aidé et à quel point on tient ça pour acquis. Tu ne mérites pas ça. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de ses cours, de ses amis, de l'appartement dans lequel elle vivait. Elle espérait louer une maison après avoir obtenu son diplôme. Elle n'a jamais rien demandé. Une fois, elle a laissé entendre qu'elle avait besoin d'argent. En partant, elle m'a serré plus fort dans ses bras que d'habitude. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Quoi que ce soit. D'accord. Après son départ, la maison était différente de ce qu'elle était toute la semaine. La trahison était toujours là, plus vive que jamais. Mais maintenant, il y avait quelque chose d'autre, plus profond. Dessus. Un rappel discret que tous les liens familiaux ne sont pas pourris. Certains le sont. Il valait la peine de le conserver. Lundi matin, le téléphone était devenu un rappel obstiné et bourdonnant qu'Eric n'était pas habitué à attendre des réponses.
Le premier appel est arrivé à 8h12, avant même que j'ai fini mon toast. J'ai laissé sonner. À 8h17, puis à 8h25. À 9h, j'avais compté cet appel manqué et 3 messages vocaux. Le plus récent était sec et étouffé. Maman, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'on tire ça au clair avant que ça ne dégénère. Rappelle-moi. Mets ça au clair dès que possible. Si c'était une tasse de café renversée entre nous au lieu d'un coffre-fort vidé et d'une tentative de vol. J'ai pris mon thé-dent. J'ai quitté le salon et laissé le téléphone sur le comptoir de la cuisine, là où ses vibrations ne pouvaient pas m'atteindre. Dehors, le premier. La vraie neige de la saison tombait, les flocons s'accrochant aux branches nues comme de minuscules drapeaux. En milieu de matinée. Le nom de Julia est apparu à l'écran. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, un texte. On peut vous expliquer. Donnez-nous une chance avant de faire quelque chose, nous le ferons tous. Regret. Il y avait quelque chose de presque amusant dans l'hypothèse que je n'avais pas déjà. J'ai fait quelque chose, mais je n'ai pas répondu. À 11h, le téléphone fixe a sonné, celui. Presque plus personne ne l'utilise. Pendant une seconde, j'ai envisagé de répondre, pensant. C'était peut-être Chloé. Mais c'était encore Eric. Maman, s'il te plaît. Sa voix pressait le répondeur. Tu fais une erreur. On t'aime. Quoi que tu penses. C'est arrivé, tu as tort. Discutons-en. Ok. Je peux venir tout de suite. Je me suis assis. Parfaitement immobile, écoutant ces mots résonner dans le silence. Amour, avait-il dit. Le même mot qu'il avait utilisé quand j'avais signé le chèque pour sa maison, pour sa deuxième voiture, pour son prêt commercial temporaire. Amour. Enroulé autour d'une demande comme un ruban autour d'une boîte vide. Vers midi, je suis allé dans le placard du couloir et j'ai sorti mon manteau. S'il voulait me trouver à la maison, il serait déçu. Je n'avais aucune destination en tête. Juste le besoin de respirer l'air qui. Leur voix n'était pas lourde. Le froid était vivifiant. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'au petit parc où les bancs étaient saupoudrés de neige et l'étang était immobile sous une fine couche de neige. Couche de glace. Un jeune couple est passé devant moi en riant. Leur souffle se brouillait dans l'air. Je me demandais s'ils avaient une idée de la rapidité avec laquelle la chaleur pouvait se transformer en froid. Entre des gens qui se sont jadis tout promis. À mon retour, le feu rouge. Le répondeur clignotait furieusement. 12 nouveaux messages. Je ne les ai pas écoutés. Au lieu de cela, je suis allé dans la cuisine et j'ai ouvert le petit tiroir près de l'évier. Un endroit où je gardais un double des clés. Une vieille habitude d'Harold. Ne jamais mettre toute sa confiance dans une seule serrure, disait-il. J'ai fouillé jusqu'à ce que j'ai trouvé la clé du hangar à l'arrière. Il sentait le moisi et il faisait froid, mais une légère odeur de cèdre émanait des étagères qu'Harold avait construites. Sur l'étagère du haut, derrière une caisse de vieux bocaux, il y avait un petit coffre-fort, dont Eric n'avait pas connaissance. À l'intérieur se trouvait une pile de photographies, quelques bijoux qui n'avaient jamais été. Le coffre-fort de la maison et une courte liste de mes numéros de compte les plus importants et contacts. J'ai passé mes doigts sur les boucles d'oreilles en perles, fraîches et lisses, et j'ai senti un léger soulagement dans ma poitrine. Il n'avait pas tout pris. Il ne savait même pas. À propos de ça. De retour à l'intérieur, le téléphone s'est remis à fonctionner. Je restais dans la cuisine, le regardant bourdonner sur le comptoir jusqu'à ce qu'il s'immobilise. Je savais que ce silence dernier. Tôt ou tard, Eric cesserait de tourner en rond et viendrait droit sur moi. Et, quand il le ferait, je serais prête. C'était jeudi après-midi quand on frappa à la porte. Arriva. Pas un coup hésitant, mais un rythme régulier et délibéré. Le genre de coup qui dit « Je sais que tu es là-dedans, et je ne pars pas ». J'ai ouvert la porte pour trouver Eric sur le porche.
Des flocons de neige s'accrochaient à ses cheveux noirs, sa mâchoire était crispée. Il n'était pas seul. Julia se tenait derrière lui, emmitouflée dans un manteau de laine pâle, ses lèvres pressées en un. Un mince sourire ne lui parvenait pas aux yeux. « Maman, dit Eric. Il faut qu'on parle. » Je reculai sans un mot, les laissant entrer. Ma maison semblait plus petite avec eux à l'intérieur, leur présence encombrant l'air. Eric se dirigea vers le salon, Julia le suivant, regardant autour d'elle comme si elle faisait l'inventaire. Eric ne resta pas assis. « Tu as évité nos appels. »« Oui, dis-je d'un ton neutre. »« J'ai arrêté de faire les 100 pas. »« Pourquoi ?» J'ai fait un geste vers le canapé. « Si tu as quelque chose à dire. Disons que tu ferais mieux d'être à l'aise. » À contre-cœur, ils s'assirent. Julia lissa son manteau, puis croisa soigneusement ses mains sur ses genoux. Eric se pencha en avant, les coudes à genoux. « Nous avons eu des nouvelles de la banque. Vous avez gelé vos comptes. Vous avez révoqué mon. C'est. » Il expira brusquement. « C'est extrême, maman. » « Vraiment ?» J'ai demandé. « Oui, » intervint Julia d'une voix froide. « Et ça donne l'impression que tu ne nous fais pas confiance. » Je la regardai dans les yeux. « Devrais-je le faire ?» Eric se déplaça. « C'est à propos du coffre, n'est-ce pas ? » Je ne dis rien, laissant-le. Le silence s'étira jusqu'à devenir inconfortable. La voix d'Eric s'adoucit. « Maman, tu dois. » J'ai mal compris. Je suis allée dans le coffre-fort parce que nous avions besoin des papiers d'assurance de la maison. Je n'ai rien pris d'autre. Mes yeux ne l'ont pas quitté. Alors, où sont mes... Des perles de nacre ? Il cligna des yeux. Je ne sais pas. Peut-être que vous. Je les ai déplacés, ainsi que les relevés bancaires, de mon bureau. Sa mâchoire s'est crispée. Se souvenant mal. Julia se pencha en avant, son ton soudainement. Sirupeux. Martha, le stress peut nous faire oublier des choses. Peut-être les égarez-vous. Ne dégénérons pas en une histoire de malentendu. Je soupire. Lentement et sûrement. Un malentendu survient lorsque quelqu'un oublie de rapporter du lait à la maison. C'est un vol. La voix d'Eric s'éleva. Nous sommes ta famille. Nous avons toujours veillé sur toi. J'ai donné. Un rire bref et sans humour. Il veillait sur moi ou sur mon argent. La chasse d'eau qui lui montait au cou m'a dit que j'avais touché juste. Julia a redressé son dos. Si tu crois vraiment qu'on va te voler, je ne sais pas quoi dire. Mais tu fais une erreur en nous excluant. Comme ça. Ce n'est pas sain. Qu'est-ce que... Ce n'est pas sain, dis-je doucement, de laisser les gens te déshabiller pendant que tu souris. Et fais comme si tu ne remarquais rien. Eric se leva brusquement, poussant ses mains dans ses poches. Voilà. Vous avez déjà décidé que nous étions coupables. J'ai décidé, dis-je en m'élevant à sa hauteur, que ma confiance ne t'appartient plus. Il m'a regardé un long moment, le souffle court. Tu vas le regretter. J'ai ressenti cette vieille douleur dans ma poitrine, non pas à cause de la peur, mais de savoir à quel point le garçon que j'avais élevé s'était éloigné. Non, Eric, dis-je doucement. Pour la première fois depuis des années. Je ne le ferai pas. Julia poussa un soupir brusque, comme si elle, sur le point de dire quelque chose, puis il s'est ravisé. Eric s'est tourné vers le. Ils partirent sans un mot, l'air froid s'engouffrant un instant, avant de la refermer derrière eux. Pendant un long moment, je suis restée debout, la main sur le poignet de porte, sentant les vibrations de leur départ s'estomper. Ils étaient venus pour reprendre le contrôle. Au lieu de cela, ils étaient repartis avec moins de ressources qu'ils ne sont arrivés, et j'avais l'intention de le garder ainsi. Le lendemain matin, j'ai appelé le serrurier. Il est arrivé peu après 10 heures. C'était un homme nerveux d'une 60aine d'années, rapide et compétent. Main et d'un ton calme. Porte d'entrée et de derrière ? Demanda-t-il.
Toutes. Dit. Et je veux des peines dormants qui ne peuvent pas être ouverts de l'extérieur sans clé. Pas de clé de rechange laissée sous les paillassons ou pot de fleurs. Il m'a lancé un regard entendu, mais n'a pas posé de questions. Au moment où il s'était fait, les vieux boutons en laiton qu'Harold avait installés il y a des décennies avaient disparu, remplacés par des serrures en acier massif qui se fermaient définitivement. Il m'a donné 3 clés. J'en ai mis une dans ma poche, une dans la serrure du hangar, et la 3e dans une petite enveloppe adressée à Chloé. Viennent ensuite les documents. J'ai sorti tous les dossiers de mon bureau et les ai disposés sur la table de la salle à manger. Police d'assurance, actes de propriété, dossiers médicaux, déclaration de revenus. J'ai examiné chacun d'eux, en supprimant tout ce qui portait le nom d'Eric ou lui donnait accès. Le testament que Michael et moi avions. Le document révisé plus tôt dans la semaine attendait toujours ma signature à son bureau. J'ai pris note de passer demain. Pour l'instant, j'ai rédigé une lettre scellée et datée indiquant clairement qu'Eric Lawson n'avait aucun contrôle sur mes finances, mes biens ou mes décisions médicales. J'ai placé, avec le reste de mes papiers importants. En début d'après-midi, j'ai téléphoné à mon assureur habitation. Ajouter une clause de sécurité, leur ai-je dit. Et noté que personne n'est autorisé à accéder à ma propriété sans mon consentement écrit. Ils m'ont demandé si quelque chose s'était passé. Je leur ai donné la réponse la plus simple. En prenant des précautions. Après avoir raccroché, j'ai parcouru la maison lentement, pièce par pièce. J'avais l'impression. J'étais déjà différent. Non pas à cause des serrures ou des papiers, mais parce que j'avais tracé une ligne et que je me trouvais à droite. Dans le salon, je me suis arrêté devant le vieux meuble en chêne où Harold conservait ses registres. Sur l'étagère du haut se trouvait une boîte à chaussures remplie de photos. Eric en salopette, tenant sa première canne à pêche. Eric a 16 ans. Il me montrait fièrement le permis de conduire qu'il venait d'obtenir. Eric le jour de son mariage, son bras serré autour de la taille de Julia. J'ai refermé la boîte délicatement. Le garçon sur ces photos n'était pas l'homme qui se tenait dans mon salon la veille. Et je ne pouvais pas passer le reste de ma vie à essayer de le ramener. Juste avant le crépuscule, mon téléphone a vibré avec un SMS de Chloé. Papa est furieux. Il dit que tu l'as exclu de ta vie. Tu veux que je vienne? Pas ce soir, répondis-je. Mais bientôt, je serai rétabli. En vérité, j'allais plus que bien. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas. Je me sentais comme un invité chez moi. Je me suis préparé une tasse de thé et je l'ai apportée à la fenêtre de la cuisine. Dehors, la neige s'était arrêtée, laissant une fine couche propre sur la cour. Pas d'empreinte, pas de traces. C'est alors que j'ai réalisé que c'était à ça que je voulais que ressemble ma vie à partir de maintenant. Calme. Intacte, épargnée par quiconque pensait que ma confiance leur appartenait. J'ai bu une gorgée. Lentement, laissant la chaleur se répandre en moi. Demain, je signerai le testament, et ce serait la dernière pièce du le mur que je construisais entre moi et Eric. Et une fois érigé, je ne le laissais pas trouver la moindre fissure. Dimanche après-midi, un pâle soleil d'hiver s'est installé et l'odeur de la fumée de bois s'échappait de la cheminée du voisin. J'étais en train de plier du linge lorsqu'un coup familier retentit. 2 coups brefs, une pause, puis un autre. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Evelyn Harper, ma voisine depuis 30 ans, avec une assiette couverte dans les mains. « Je t'ai fait une tarte aux pommes, dit-elle. Entrer avant de pouvoir protester, c'était trop pour moi. Nous avions partagé des milliers de petites visites comme celle-ci au fil des ans. Échanger des tartes contre des tomates. Échanger des recettes, s'asseoir sur le porche de l'autre les soirs d'été. Mais, aujourd'hui, j'ai ressenti un étrange soulagement en la voyant, comme si elle était une bouée de sauvetage lancée. À travers un espace grandissant. Je l'ai posée sur le comptoir et j'ai versé. Nous avons pris du thé. Nous étions assis dans la cuisine,
la vapeur s'échappant entre nous. Evelyne m'a observé pendant un moment, puis dit, « Tu as été silencieux ces derniers temps, pas comme toi. » J'ai hésité, puis j'ai décidé qu'il n'y avait aucune raison de lui cacher la vérité. Eric et Julia ont dépassé les bornes, dis-je prudemment. J'ai dû faire des changements, de grands changements. Ses yeux se plissèrent. Outrepassant la façon dont je lui ai parlé du coffre-fort, des objets manquants, de la banque. Transfert, la réunion dans mon salon. Je n'ai pas embelli, je n'ai pas dramatisé, juste les faits. Quand une fois terminé, elle secoua lentement la tête. J'aurais aimé pouvoir dire que j'étais surprise. Cela m'a fait lever les yeux. Tu ne le es pas? Soupira Evelyne. Je les ai observés, Martha. Ils débarquent quand ils veulent quelque chose, puis disparaissent quand ils n'en ont plus besoin. Harold n'aurait jamais toléré ça. La mention du nom d'Harold m'a serré la gorge, mais ce n'était pas tant du chagrin que le rappel de ce que j'avais ressenti. J'aimerais avoir quelqu'un à mes côtés, sans condition. J'ai tout bouclé, maintenant, dis-je. Changer le testament, changer les serrures, bloquer leur accès. Bien, dit-elle fermement. N'ose pas te sentir coupable. Je ne me sens pas coupable, ai-je admis. Je me sens plus léger. Mais une partie de moi se demande encore comment on en est arrivé là. Evelyne tendit la main par-dessus la table, couvrant la mienne de la sienne. Tu leur as accordé trop de confiance pour longtemps. Et certains confondent confiance et faiblesse. Tu n'es pas faible, Martha. Tu ne voulais tout simplement pas voir ce qui était juste devant toi. Ces mots m'ont marqué comme une pierre dans une eau calme. S'enfoncer profondément. S'installer là. Nous avons dérivé vers d'autres sujets après cela. L'opération de la hanche de son frère, la rumeur selon laquelle la quincaillerie changeait de propriétaire, petite chose qui soude une vie. Mais au fond, je ressentais un courant de force tranquille, comme une main pressée fermement contre mon dos. Quand Evelyne est partie, elle m'a serré dans ses bras une seconde de plus que d'habitude. Tu fais ce qu'il faut, a-t-elle dit. Ne les laisse pas te faire croire le contraire. Après son départ, je me suis coupé une part de sa tarte et s'assis près de la fenêtre. Le soleil tardif scintillait sur la neige, la rendant dorée par endroits. De l'autre côté de la cour, la lumière de la cuisine d'Evelyne. Elle est arrivée et j'ai pu la voir bouger, occupée avec ses propres petites routines. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas complètement seule dans cette situation. Il y avait encore des gens qui me voyaient, non pas pour ce que je pouvais donner, mais pour qui j'étais. Et cela, je me suis rendu compte, valait plus que tout ce qu'il y avait dans ce coffre-fort vide. C'était juste après le déjeuner mercredi quand j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'engageait dans l'allée. Je ne m'attendais pas à quelqu'un et quand j'ai jeté un œil à travers le rideau de dentelle, j'ai vu le petit bleu de Chloé. Elle est sortie avec un sac de course et à ma grande surprise, une épaisse chemise en papier craft. Sous son bras. Ses joues étaient roses à cause du froid, et son souffle se faisait par petits nuages tandis qu'elle se précipitait vers le porche. « Salut grand-mère, dit-elle quand j'ouvris la porte. Je t'ai apporté quelques affaires, et besoin de te parler. On a posé les courses sur le comptoir. Du pain, du lait. Un pot de ma marmelade d'orange préférée. Je haussai un sourcil. C'est plus qu'une simple visite. Chloé hocha la tête en retirant son foulard. Tu as raison. J'ai entendu quelque chose l'autre soir. J'ai senti mon estomac se serrer. Quel genre de chose? Elle a ouvert. J'ai glissé quelques papiers vers moi. C'étaient des relevés bancaires, pas les miens, mais il s'agit clairement d'Eric. Des virements, des retraits et un important paiement en attente ont été signalés. Je ne fouinais pas, dit-elle rapidement. J'utilisais l'ordinateur portable de papa pour imprimer un document. Pour l'école. Ils sont apparus dans la file d'attente d'impression, puis je les ai entendus dans la cuisine. Parler de toi. Je suis resté silencieux, la laissant parler.
Il disait que tu avais réagi de manière excessive et que tu finirais par te calmer. Papa a dit à Julia de ne pas s'inquiéter, qu'il reviendrait d'une manière ou d'une autre. Il a dit que tu ne pourrais pas tout gérer sans lui. Ma mâchoire s'est serrée. Et qu'a dit Julia? Elle a ri, a dit Chloé d'un ton plat. Elle a dit que tu étais trop sentimentale pour les interrompre. Complètement, que ce n'était qu'une question de temps. J'ai pris une longue inspiration. C'est une chose à laquelle on peut se méfier. C'en est une autre de l'entendre confirmée par la voix de sa propre petite-fille. Chloé se pencha en avant. Grand-mère, je crois que tu devrais changer davantage. Au-delà des simples serrures. Vous devriez déplacer tous vos objets de valeur quelque part. Ils ne peuvent pas y accéder. Et peut-être penser à un coffre-fort à la banque. Je t'emmène si tu veux. Je l'ai regardée un long moment. Elle ne demandait rien. Quoi que ce soit. Elle ne cherchait pas à me convaincre avant une demande. Elle proposait son aide sans condition. Pourquoi fais-tu ça, Chloé? Demandai-je doucement. Son regard s'adoucit. Parce que tu as toujours été là pour moi et je ne veux plus te voir souffrir. Plus que ce que tu as déjà. Pendant un moment, j'ai dû me détourner. Je m'occupais de la bouilloire pour qu'elle ne voie pas mes yeux briller. Tu es une bonne fille, ai-je finalement dit. Tes parents n'apprécieront peut-être pas ce que je fais, mais je ne reviendrai pas sur mes pas. Je ne pensais pas que tu le ferais, dit-elle avec un léger sourire. Mais tu devrais te préparer à ce qu'ils te poussent. Plus difficile. Ils ne vont pas laisser tomber. Nous avons passé l'heure suivante à revoir ce que j'avais. J'avais encore des choses à la maison. Des bijoux, de vieux bons d'épargne, quelques souvenirs et bien plus encore. Plus sentimental que monétaire. Elle m'a aidé à emballer chaque pièce dans du papier de soie. Et l'étiqueter, prête à être transférée au coffre de la banque. Avant de partir, elle marqua une pause. À la porte. Grand-mère, si jamais il débarque en colère ou essaie de te mettre la pression. Appelle-moi d'abord. Ne t'en occupe pas seul. Je l'ai promis, mais en vérité, je n'avais pas prévu de donner à Eric ou Julia une autre chance de mettre les pieds à l'intérieur. Après son départ, je me suis assis à la table de la cuisine, le dossier en papier craft devant moi. Voyant leurs plans élaborés. En noir et blanc m'a donné un étrange sentiment de calme. Ils pensaient toujours qu'ils me connaissaient. Je pensais toujours que j'étais la même femme qui remettait les chèques à la premier signe de besoin. Mais cette femme était partie. Et celle assis ici maintenant, je n'avais aucune intention de les laisser passer une autre porte, réelle ou métaphorique, sans une clé qu'ils. Je ne le referai jamais. C'est arrivé un samedi après-midi. Je m'étais installé dans mon fauteuil avec une tasse de thé fraîche et un livre de la bibliothèque. Pas un coup de fil, pas un coup poli. Le cliquetis de ma poignée de porte m'a fait lever les yeux. Puis est venu le bruit des clés. Plusieurs d'entre eux essayaient une serrure après l'autre. Mon cœur ne battait pas fort. Au contraire. C'était étrangement stable. J'ai posé la tasse de thé, me suis levé et me suis dirigé vers le porte. Au moment où je l'ai ouverte, Eric était là, son manteau déboutonné, le souffle coupé. Fumant dans le froid. Julia se tenait juste derrière lui, les bras croisés, les yeux. Tes clés ne marcheront plus, dis-je d'une voix calme. J'ai remarqué, dit Eric. Répondit sèchement. Pourquoi as-tu changé les serrures? Je pense que tu sais pourquoi. Il laissa. Éclata d'un rire sans humour. C'est ridicule. On est ta famille, maman. Je ne devrais pas être exclu de ta vie. Et pourtant, tu essaies d'entrer sans ma permission. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, sans faire un geste pour les inviter à entrer. Julia s'avança. Nous sommes juste venus pour discuter en face à face. Cette attitude froide est puérile. Je pense que voler sa propre mère est puéril, dis-je d'un ton neutre. Et j'arrête de faire semblant du contraire. Les yeux d'Éric brillèrent. Sérieusement, tu ne peux pas. Je crois.
J'y crois. J'y crois parce que j'ai vu le coffre vide de mes propres yeux. Je le crois, car la banque a signalé vos tentatives de virement. Et j'y crois, car je connais la différence entre l'aide et l'exploitation, quelque chose qui vous intéresse depuis longtemps. Il passa une main dans ses cheveux hérissés, sa respiration accélérée. Alors, tu as pris ta décision. C'est tout. Oui, dis-je simplement. C'est ça. La voix de Julia devint douce. Martha, réfléchis grec. Ce que vous faites. Cela va déchirer la famille. Les gens vont parler. Laissez. Dis-je. Je préfère être la femme qui se protège plutôt que celle qui a trop peur des ragots pour agir. Il fit un pas en avant, baissant la voix comme si cela pouvait le rendre plus persuasif. On peut arranger ça. Donne-moi-le. Je vous remets ma procuration et je veillerai à ce que tout soit bien géré. Plus d'erreurs. J'ai secoué la tête. Plus jamais. Accès. Le vent s'est levé, envoyant un tourbillon de neige sur le porche. Julia a tiré ça. Son manteau se resserre, ses lèvres s'amincissent. Tu vas le regretter, Martha. Un jour, tu auras besoin de nous et nous ne serons plus là. Julia, dis-je doucement, si ça. Ce jour viendra, et cela voudra dire que j'aurai oublié qui tu es. Je n'ai pas l'intention de faire ça. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Seul le vent et le faible murmure du ruisseau résonnaient. Des planches du porche sous le poids changeant d'Éric. Finalement, il murmura. Quelque chose que je n'ai pas saisi. Je me suis retournée et j'ai descendu les marches. Julia m'a suivi, mais pas avant de m'avoir lancé un dernier regard, non pas de tristesse, mais de calcul. J'ai fermé la porte et verrouillé les deux peines dormants. Mes mains ne tremblaient pas. En fait, je me sentais plus stable que depuis des semaines. De retour au salon, mon thé était encore chaud. Je l'ai pris et je suis retournée. À ma chaise, le livre toujours ouvert à la page que j'avais laissée. Dehors, j'entendis le bruit de leur voiture qui démarrait, puis s'estompait sur la route. Ils avaient essayé de forcer la porte aujourd'hui. La prochaine fois, je savais que ce ne serait pas la porte qu'ils attaqueraient. Mais quel que soit leur prochain mouvement, j'étais prêt. J'avais placé mes limites très haut et je les ai enfoncées profondément. Et je n'avais aucune intention de les laisser percer. Le mardi suivant, Chloé est arrivée dans mon allée juste à temps, sa petite voiture bleue craquant sur la fine couche de neige. De givre. Elle sauta, les joues rouges de froid, et me serra dans ses bras. Prête ? Demanda-t-elle en jetant un coup d'œil au sac à mes pieds. À l'intérieur, soigneusement enveloppés dans du papier de soie et du papier bulle, se trouvaient les derniers objets de valeur que je gardais encore à la maison. La montre d'Harold. L'alliance de ma mère, une petite boîte de bons d'épargne et les enveloppes de photos que je ne voulais pas risquer de perdre. Le sac n'était pas lourd, mais je me sentais lourd d'une manière différente, comme si je portais les derniers morceaux de mon ancien vie dans un coffre-fort. Nous avons roulé dans un silence convivial jusqu'à banque. Quand nous sommes entrés, Suzanne, la directrice de l'agence, m'a immédiatement repéré. Madame Lawson, dit-elle chaleureusement. Nous avons déjà les papiers pour votre coffre-fort. Elle nous conduisit à la petite pièce privée où se trouvait le coffre-fort. La porte d'acier se dressait au fond, une solide barrière entre le monde extérieur et ce qui serait bientôt à moi seul. Vous avez loué une boîte de taille moyenne, expliqua Suzanne en tirant le long tiroir comme conteneur de son emplacement. Beaucoup d'espace pour les bijoux, les documents et souvenirs. Vous serez le seul à y avoir accès. Pas de co-signataire, pas de exception. J'ai hoché la tête, plus soulagée que je ne l'aurais cru. Chloé m'a aidé à déballer chaque et les range soigneusement à l'intérieur. La montre d'Harold fut la première à entrer. Elle était usée. Un bracelet de cuir enroulé comme un serpent endormi. Puis la bague de ma mère étincelait faiblement sous les néons. Quand la boîte fut presque pleine, j'ajoutai.
Une dernière chose. Un petit mot manuscrit plié dans une enveloppe. À l'extérieur. J'avais écrit que Chloé ne l'ouvrirait que si je n'étais plus là. À l'intérieur se trouvaient les détails de mes comptes, les coordonnées de mon avocat et quelques lignes explicatives. Exactement pourquoi j'avais pris ces mesures. Une fois tout en place, Suzanne a glissé remettait la boîte dans son logement et tournait la clé. Le bruit du verrou s'enclenche. J'avais l'impression de clore un chapitre. De retour dans la voiture, Chloé m'a jeté un coup d'œil. Tu te sens mieux? J'ai expiré lentement. Plus en sécurité. C'est le mot. Elle a souri faiblement. Tu sais, ils vont détester ça. Je sais, je l'ai dit. Mais je ne le fais pas pour. Malgré eux. Je le fais parce que je ne veux pas vivre dans la peur de ma propre famille. Nous nous sommes arrêtés prendre un café sur le chemin du retour. Assis à la fenêtre du petit café, j'ai regardé les gens s'affairer le long de la rue. Sur le trottoir, les foulards serrés contre le vent. La vie continuait comme toujours. Indifférente à ma petite guerre personnelle. Et pourtant, intérieurement, je ressentais un sentiment de terreur. Retrouvée. Quand Chloé m'a déposée, elle s'est attardée sur le pas de la porte. Tu es sûr que non? Tu veux que je reste un peu au cas où ils réapparaissent? J'ai souri. S'ils reviennent. Les serrures tiendront, et moi aussi. Après son départ, je suis resté silencieux. Dans la cuisine, le sac fourre-tout est désormais vide sur le comptoir. Pour la première fois depuis des mois. La maison ne semblait pas contenir quoi que ce soit qu'il pourrait me prendre. Il pouvait faire trembler les serrures. Il pouvait faire leurs appels. Il pouvait bavarder, menacer et plaider. Mais ce qui comptait le plus, ma dignité, ma sécurité, mon choix, était désormais derrière une porte qu'il n'ouvrirait jamais. Et j'avais l'intention de la garder ainsi. Tout a commencé avec des appels provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Je les ai laissés tomber sur la messagerie, mais quand j'ai enfin réussi à les appeler. En écoutant, le schéma est devenu clair. La première était ma belle-sœur, Claire. Martha, je ne sais pas ce qui se passe, mais Eric dit que tu l'as coupé. Complètement. Ça ne te ressemble pas. On peut parler alors? Le cousin d'Harold. David, Martha, les familles ont des désaccords, mais on ne peut pas fermer la porte pour toujours. Pensez à vos petits-enfants. Au troisième message, un voisin que je connaissais à peine. J'ai compris exactement ce que Eric faisait. Il utilisait d'autres personnes comme messagers, espérant qu'ils porteraient. Ils m'ont fait me sentir coincé. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. 2 jours plus tard, Evelyne a frappé à ma porte avec un panier de muffins. « Martha, dit-elle prudemment, je viens de sortir du magasin et je suis tombée sur Claire. Elle m'a dit qu'Eric disait que tu n'allais pas bien, que tu étais perdue. Et prendre des décisions hâtives. » J'ai laissé échapper un rire sec. Assez confus. Changer mes serrures, déplacer mes objets de valeur et mettre à jour mon testament. C'est tout un diagnostic. Evelyne fronça les sourcils. Il essaie de rallier les gens à sa cause. Je sais, dis-je. Et je le laisse essayer. Tous ceux qui l'entraînent dans cette histoire le voient. Plus clairement qu'ils ne le pensent. Ce soir-là, le téléphone sonna à nouveau. À un moment donné, l'identification de l'appelant affichait un nom que je connaissais bien. Margaret, ma plus vieille amie de l'église. Contre mon bon sens, répondis-je. Marthe, commença-t-elle. Eric est venu. Pour me voir. Il dit que tu as mal compris quelque chose à propos d'un coffre-fort et d'argent. Margaret, l'interrompis-je doucement. Je sais exactement ce qui s'est passé. Je ne suis pas confus. Et je ne change pas d'avis. Il y a eu une pause. Donc, c'est vrai. Tu as vraiment l'interrompre? Oui, j'ai simplement dit. Et je n'entrerai pas dans les détails, car ils sont à moi. Mais je dirai ceci. Personne ne vide un coffre-fort par accident. Ou tente de retirer de l'argent du compte de quelqu'un d'autre.
Ce n'est pas un malentendu. C'est un choix. Elle. J'ai soupiré. J'ai dû demander. Il a donné l'impression. Je sais comment il fait entendre les choses. J'ai dit que c'était comme ça qu'il obtenait toujours ce qu'il voulait. Le lendemain, j'ai franchi une étape supplémentaire. J'ai appelé Michael, mon avocat, et je lui ai dit de rédiger une lettre pour Eric, formelle, datée et limpide. Il y était stipulé qu'il ne devait pas avoir implication dans mes finances, mes biens ou mes affaires personnelles, maintenant ou dans le futur. Des copies seraient envoyées à la banque, à la compagnie d'assurance et au greffier du comté. Quand Michael me l'a relu, j'ai senti une satisfaction silencieuse s'installer dans ma poitrine. Assurez-vous que ce soit envoyé par courrier recommandé, ai-je dit, et conservez-en une copie dans vos archives. À la fin de la semaine, la pression extérieure s'est atténuée. Les appels sont devenus moins nombreux. Les messages vocaux étaient plus courts. Soit Eric réalisait que sa campagne ne fonctionnait pas, ou il se regroupait pour une nouvelle tentative. Samedi matin, j'étais assis près du fenêtre de la cuisine avec mon thé, regardant la neige fondre par plaques dans la cour. Le chat d'Evelyne se faufila le long de la clôture, sa queue battant des ailes. Quelque part en bas. Dans la rue, un enfant riait. Le monde était paisible, et moi aussi. Je connaissais Eric. Il avait toujours mon numéro de téléphone, mon adresse et tout un arsenal de manipulations qu'il pourrait tenter. Mais je savais aussi quelque chose. Plus important. Je n'étais plus joignable de la manière qui comptait pour lui. La porte était fermée. Les serrures étaient changées. Le coffre était plein. Et ma décision était prise. S'il voulait une mère qui puisse être persuadée, culpabilisée ou intimidée, il devrait chercher ailleurs, car celle-ci était terminée. Le premier jour chaud de mars arriva tôt cette année-là. La neige qui avait recouvert mon. Pendant des mois, la cour se transformait en plaques molles et boueuses, et l'air sentait légèrement la terre humide. J'ai ouvert fenêtre de la cuisine pour la première fois depuis l'automne, laissant entrer l'air frais dans la maison. On aurait dit respirer différemment, plus profondément, plus clairement. J'ai passé la matinée à ranger les placards. J'avançais lentement, non pas parce que j'étais fatiguée, mais parce que je voulais prendre mon temps. Chaque plat, chaque nappe pliée, chaque photographie dans son cadre était à moi. À moi de garder, à moi de protéger. Personne ne tournait autour, attendant que je parte. La porte était déverrouillée. Vers midi, j'ai préparé du thé et je l'ai apporté sur le porche arrière. Les planches étaient encore froides sous mes pantoufles, mais le soleil me réchauffait le visage. De l'autre côté du jardin, les lilas. Il était nu, mais je pouvais déjà voir les plus petites touches de vert percé. Je pensais à l'hiver que je venais de traverser. Pas celui dehors, celui entre ces murs, le froid entre mon fils et moi. Le frisson de réaliser que l'amour ne suffit pas toujours à rendre les gens honnêtes. La décision, lente et progressive, de mettre la sécurité et la dignité avant le confort d'autrui. Il y avait eu des moments, au début, quand je me suis interrogée, étais-je trop dur? Cela allait-il déchirer la famille? Irréparable? Mais à chaque pas que j'avais fait, les serrures, la banque, le testament, le coffre-fort, avaient rendu l'air un peu plus respirable. Je n'avais pas. Je l'ai fait par dépit. Je l'ai fait parce qu'il arrive un moment où il faut se défendre comme on l'a fait autrefois. Représenter tout le monde. Le téléphone était à l'intérieur, silencieux. La table de la cuisine. Je n'avais pas besoin de la regarder pour savoir que l'absence du numéro d'Eric était une forme de paix. Chloé continuait de téléphoner. Evelyne continuait de venir. La vie continuait, réduite aux personnes. Qui s'est présenté sans aucun angle. Dans le silence, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas. J'avais déjà pu le voir. Perdre ce que l'on pensait ne jamais pouvoir perdre peut parfois nous ramener à la seule chose. Tu as vraiment besoin de toi. Je sirotais mon thé en écoutant le doux. Gouttelettes de neige fondue tombaient des avant-toits.
Un moineau s'est posé sur la clôture, inclinant son tête comme pour me prendre. Le soleil réchauffait mes épaules. Je n'avais aucune illusion. Eric changerait soudainement ou Julia se verrait clairement dans un miroir. Ce n'était pas à moi de contrôler. Que étaient ceux qui m'appartenaient, ma maison, ma sécurité, mon droit de regard sur moi-même? La vie était désormais fermement entre mes mains et j'avais l'intention de la conserver. Si vous avez lu jusqu'ici, vous savez peut-être un peu ce que j'ai appris. Peut-être que vous. J'ai ressenti le même changement lorsque j'ai arrêté de me demander pourquoi quelqu'un m'a blessé et que j'ai commencé à décider ce que j'allais faire. À ce sujet. Alors, voici ce que je vais vous dire. Protégez-vous. N'attendez pas. Permission. Ne laissez pas l'amour être l'excuse que quelqu'un utilise pour s'immiscer dans votre vie. Prenez ce qui ne leur appartient pas. Vous pouvez verrouiller vos portes vous-même et n'aurez jamais à le faire. Remettre la clé.